Bien, moi je vais commencer. Bonjour à tous. Donc nous allons présenter aujourd'hui, nous allons faire un webinar sur le marché des locaux d'activité et sur le marché de la logistique. Nous devions nous rencontrer donc au Palais de la Bourse demain matin et compte tenu du contexte actuel compliqué que vous connaissez tous, cette réunion de demain matin est transformée en ce webinar que nous tenons aujourd'hui sur le marché des locaux d'activité et de la logistique et les clés de son succès. Euh, on va le voir durant cette présentation. On aurait pu peut-être l'appeler différemment. On aurait pu peut-être l'appeler la résilience justement du marché des locaux d'activité. On va voir justement plusieurs points. Donc, d'une part, le marché des locaux industriels, d'autre part le marché des locaux logistiques. J'ai le plaisir du coup d'avoir à mes côtés Laurent Doya, donc, qui est responsable du pôle tertiaire d'ICAD, et Audrey Credon, qui est responsable du pôle activité chez Enei Kyrios, et moi-même, donc Cyril Constantinov, qui représente la société Enei Kyrios en tant que directeur. Je représente également l'AFNIM Entreprise, avec les différents cabinets qui m'ont aidé à faire ces différentes présentations. Et puis, Laurent Doya représente la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, et interviendra justement sur les sujets notamment des locaux d'activité. On finira également par une vidéo d'un YouTuber bien connu, Jojol, qui animera justement un petit peu, donnera un petit peu, on va dire, du punch à cette présentation, puisqu'il est également investisseur et bien connaisseur des locaux d'activité. Voilà. Donc, sur ce premier slide, je l'ai perdu. Hop, voilà. Je ne sais pas comment je passe sur mon slide numéro 2. Voilà. Je pense que ça doit être visible. Non, ça ne marche pas. Si on le voit, hein, Cyril. Ah, moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est pas grave. Je vais le faire autrement. Donc, sur ce premier slide, on voit justement un point important, c'est les chiffres des locaux d'activité. C'est les chiffres que nous attendons tous, donc 261 000 m² de demandes placées au troisième trimestre 2019. Donc on arrête les chiffres au troisième trimestre 2019. Ce sont des bons chiffres. Comment est-ce qu'on peut les qualifier? C'est un très bon résultat justement sur le marché des locaux d'activité à plusieurs titres. D'abord, la première chose, c'est qu'on voit euh, par rapport à une autre crise, je pense que la mise en perspective sur la période de 10 ans est idéale. La crise qu'on a connue, la grande récession qu'on a connue il y a 10 ans, en 2009-2010, on avait des chiffres quand même qui étaient beaucoup plus compressés. Les chiffres des locaux d'activité en 2020 sont bons. On a un actif qui est résilient, on a un actif flat, un actif stable. Et donc, je suis content d'annoncer cette bonne nouvelle parce que parmi toutes les mauvaises nouvelles qu'on arrive à accumuler au quotidien, les chiffres des locaux d'activité sont bons. Sur le slide suivant, le slide 3, je ne sais pas si vous le voyez parce que moi personnellement je ne le vois pas. Sur le slide 3, on arrive justement à regarder un paramètre intéressant, la période de 10 ans. On a une moyenne décennale des locaux d'activité de 330 000 m². Aujourd'hui, si on fait une projection sur le quatrième trimestre 2020, donc sur l'ensemble de l'année, on projette 370 000 m² de demandes placées. Voilà. Là, c'est un point important. On a une clé de calcul pour arriver à ce ratio-là. Ce n'est pas un coup de baguette magique, il y a un véritable ratio. La majorité des transactions est réalisée sur le quatrième trimestre en immobilier d'entreprise. C'est particulièrement vrai en locaux d'activité. On le verra tout à l'heure, c'est également vrai en logistique. Le ratio, c'est plus 30%. Donc, en clair, on prend un quart de l'année réalisée, on rajoute 30%, on arrive justement à ce ratio qui est de plus de 100 000 m² supplémentaires. Et donc, on arrive à 370 000 m² de demandes placées. Donc ça, c'est un point intéressant. On dépasse le chiffre de l'année 2019. Évidemment, il faut quand même faire un comparo avec l'année 2019 qui a été aussi une bonne année. L'année 2020 est meilleure. Toutefois, on peut aussi observer la faiblesse
de la part du neuf dans les transactions. On a seulement 12% de la part de nos transactions qui sont réalisées dans le neuf. C'est trop faible. Ça, c'est j'allais dire, c'est un cri d'alarme. J'exagère un petit peu, mais il faut vraiment qu'on ait de nouvelles offres sur le marché, trop peu d'offres sur le marché et trop peu d'offres neuves sur le marché. Ce qu'on peut aussi noter, c'est pas forcément visible sur cette présentation, mais en tout cas, dans les différentes transactions qu'on réalise, on a pu noter une augmentation de la surface moyenne de transaction. Elle dépasse 1000 m² en 2020. Elle était en dessous de 1000 m² pardon, en 2019. Donc, elle était 950 m² au troisième trimestre 2019. Elle est de 1091 m² au troisième trimestre 2020. Donc, ça, c'est un point aussi intéressant de noter. Une augmentation de la surface moyenne des transactions. Voilà. Donc, au global, on a quand même on va dire une augmentation des surfaces transactées, 370 000 m². Et à côté de ça, une baisse du nombre des transactions. On le voit sur le slide suivant, donc c'est le slide 4. On voit bien justement les courbes qui augmentent, qui sont stables, qui augmentent légèrement, mais en nombre de transactions, il y a une baisse notable du nombre de transactions puisqu'on chiffre en projetant sur 2020 des nombres de transactions au niveau de 350. Voilà, c'est moins bien que 2019. Globalement, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous impactera, qui nous impacte, qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse avant toute chose, c'est la demande placée. La demande placée, ce qu'il faut retenir en 2020, c'est qu'elle est bonne. Le marché des locaux d'activité se porte bien. C'est un actif flat, un actif stable. Contrairement d'ailleurs au marché des bureaux, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui peut être un marché plus sensible. On n'a pas justement cette sensibilité sur l'actif des locaux d'activité. Voilà. Je vais laisser du coup la parole à Audric sur la part des locaux mixtes dans les locaux industriels. C'est vrai que c'est un sujet récurrent pour nous. Les locaux mixtes, enfin la tertiarisation, on va dire, c'est comme ça qu'on aurait pu aussi également appeler ce slide, la tertiarisation des locaux d'activité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui… Oui. Excusez-moi, Cyril, je me permets d'intervenir. On a quelques messages, les slides ne se déroulent pas. Est-ce que tu fais dérouler les slides? Non, c'est sur la 2. J'ai pas le bouton adéquat, je pense. Tu scrolles avec ta souris ou tu cliques dessus. Je vais faire autrement. Voilà. Sur ton PDF directement. Voilà, excusez-moi. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Impeccable, merci. Voilà, je vais essayer de réduire. Bon, ça ne veut pas, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc, voilà, du coup, vous avez loupé les slides. Je reprends juste très rapidement. Donc, le premier slide, là où on a justement la demande placée et donc les bons chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure sur le troisième trimestre 2020, qui s'arrêtait donc fin septembre. Un petit comparatif, comme je le disais, avec il y a 10 ans, 2009-2010. Le deuxième slide, enfin le slide suivant en tout cas, qui est l'évolution de la demande placée avec la part du neuf, 12% qui est insuffisante. Et justement, les courbes qui font apparaître justement cette stabilité de la demande placée, cette légère croissance en 2020 et le nombre de transactions qui a légèrement diminué. Voilà, donc là, je pense que je fais bien dérouler les slides. Sur la part des locaux mixtes, voilà, c'est le phénomène de tertiarisation des locaux d'activité qui nous intéresse maintenant. Audric, maintenant, je vais te laisser peut-être prendre la parole sur ce sujet qui est un peu un sujet débat. Est-ce que justement on assiste à une tertiarisation des locaux d'activité? Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, donc moi, je vais vous parler de la répartition des locaux mixtes par rapport au marché des locaux industriels. Alors, ce qu'on peut constater, donc, c'est que on constate une baisse de la part des locaux mixtes sur cette année 2020, sur les 3 premiers trimestres 2020. Alors que sur les 5 dernières années, on voyait une tendance haussière avec même un pic sur 2018 où on avait même atteint 11% du marché sur les locaux mixtes. On avait tendance à constater des répartitions entre les bureaux et l'activité, donc 30% de surface bureau et on allait sur du 70% de surface activité.
on avait tendance à avoir cette répartition-là augmenter. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on revient un petit peu sur les standards et donc d'où les chiffres, cette baisse sur cette année 2020. Et là, on revient sur les standards, donc plutôt 20% et 80% de surface activité. Ce qu'on peut peut-être, la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est est-ce qu'on peut y voir une conséquence de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre? Est-ce que du fait de l'évolution du télétravail sur le marché de l'immobilier entreprise, est-ce que c'est une conséquence sur ces chiffres-là? Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. On verra peut-être ça s'accentuer sur les prochains mois et je pense qu'il faudrait faire une autre analyse plutôt sur 2021 avec un peu plus de visibilité. Voilà pour la partie locaux mixtes. Je vais ajouter juste un point, Audric, si tu le permets. Alors, les sujets justement de la tertiarisation, c'est un sujet qui occupe beaucoup nos débats, on va dire, entre brokers. Je pense qu'aussi tout à l'heure, si Laurent est là, il pourra peut-être intervenir, lui, en tant que promoteur, sur ce phénomène de tertiarisation des locaux d'activité. Est-ce que lui, il le confirme? Nous, en tout cas, il y a un premier point, c'est qu'il est très difficile pour nous de jauger la part des locaux mixtes sur les locaux d'activité. Aujourd'hui, on chiffre à 6% justement cette part des locaux mixtes sur les locaux d'activité. En revanche, il faut noter une chose, c'est que tous les cabinets ne définissent pas les locaux mixtes de la même manière. Il y a certains cabinets qui peuvent définir les locaux mixtes comme un ratio de 50% de la surface globale du bâtiment. D'autres cabinets verront ce ratio un peu plus bas, ce qui est notre cas par exemple à 40%. Du coup, on n'est pas tous d'accord sur la définition du local mixte. Bon, globalement, la tendance, elle est quand même assez stable. On voit voilà, que 6% d'enregistrés sur le troisième trimestre 2020, c'est un ratio aussi qui est assez stable. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que depuis 10 ans, il y a 10 ans, on était à 2% sur cette part de locaux mixtes. 10 ans plus tard, on a multiplié quand même par 3 le chiffre de ces locaux mixtes. Donc, il y a quand même, c'est vrai, une augmentation de la part du bureau dans les locaux d'activité, donc plus de locaux mixtes. Après, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir justement le point de vue de Laurent. Je ne sais pas si tu es bien là, Laurent. Oui, si tout le monde m'entend, je suis là. C'est parfait, je te remercie. Parce que je pense qu'en effet, les promoteurs ont peut-être aussi une expertise là-dessus. Tu vas le présenter aussi tout à l'heure. Mais justement, est-ce qu'il faut plus de bureaux dans les locaux d'activité? Est-ce que ça a une importance justement dans vos opérations? Alors, bonjour à tous tout d'abord. Merci de me passer la parole et de témoigner au nom de la Fédération des promoteurs et donc des acteurs du développement sur les parcs d'activité. On a tout d'abord, alors je ne peux m'empêcher de réagir positivement tout d'abord sur ces chiffres, parce qu'effectivement, en ces temps un peu moroses sur certains sujets, c'est une vraie belle réussite. En tout cas, c'est un signe fort du dynamisme des entreprises régionales, locales. Donc, on a un marché de bureaux qui est un petit peu plus en retrait. Clairement, celui de l'activité est positif. Hein, les chiffres le confirment. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle en termes de confiance, de dynamisme du tissu local des entreprises. Donc, c'est le premier point. Sur la question particulière de la tertiarisation, puisque c'était la question qui était évoquée, on arrive quand même, nous, dans les parcs d'activité qu'on peut voir se développer ou qu'on développe nous-mêmes, sur des parcs de bureaux qui restent aux alentours de 20-30%. Il est difficile d'aller au-delà. Alors, on a un marché qui serait plutôt porteur pour aller au-delà parce que c'est créateur de valeur, c'est créateur de charges foncières, donc les vendeurs de terrain, les aménageurs. On a effectivement des stratégies de tertiarisation parfois. Je pense que la vraie demande, les vrais besoins, ça reste effectivement des locaux d'activité avec de la hauteur, avec de l'accessibilité et avec une part de bureaux qu'on trouve en mezzanine, qu'on trouve alors soit en entrée de local, soit effectivement en mezzanine en hauteur. Donc là, il y a différentes écoles qui
non pas qui s'opposent, mais qui se complètent. Hein, ça dépend vraiment des besoins d'utilisateurs. Mais voilà, on a un 20-30% qui pour nous est d'une bonne mixité. C'est difficile d'aller au-delà parce que on a un peu du mal à trouver une réalité de marché qui propose par exemple du 50-50, 50 de local d'activité, 50 de bureaux. Alors, je signale juste une chose pour effectivement se projeter aussi un petit peu sur l'avenir. On a un nouveau PLUH donc qui est opposable depuis le mois de juin 2019, qui a mis pas mal de temps à arriver à maturité. Et ce PLUH a introduit, à la demande évidemment des collectivités, de la métropole et de certaines communes, une volonté de retrouver en ville des locaux d'activité, des locaux de production, des locaux même parfois dans certains libellés à vocation industrielle. Dans des centres-villes, on trouve ça du côté de Villeurbanne, on trouve ça du côté de Gerland, le long des voies ferrées, où on a donc cette volonté de retrouver plutôt, on va dire, de l'artisanat, que parfois la pression foncière, la pression des loyers, des prix de vente emmène plutôt en première, deuxième, troisième couronne. Et donc ça, c'était une vraie volonté de la ville, des collectivités, et on va voir arriver, puisque ce PLUH est assez récent, des projets qui vont commencer à sortir dans les secteurs que j'ai indiqués, qui vont essayer de réintroduire un peu d'activité. Hein, alors je vous dis, il faut qu'il y ait un peu de production, mais des ateliers de réparation, où on fait un peu de production, voilà, qu'on va revoir en centre-ville et qui de fait sont pas construits uniquement au rez-de-chaussée. On a des étages de bureaux au-dessus parce qu'il y a un petit peu de densité quand même. Et donc voilà, c'est une offre un petit peu nouvelle qui va apparaître plutôt dans les centres-villes. Qui, à mon avis, ne vont pas du tout faire concurrence aux parcs d'activités qu'on peut évoquer et qui sont présents dans les chiffres que vous présentez, mais qui devraient réintroduire un petit peu cette notion de disponibilité en hypercentre pour des activités un peu particulières, mais qui sont quand même dans la classification de l'activité. D'accord, c'est parfait. En plus, nous permet d'introduire peut-être le slide suivant qui est dédié justement à la répartition entre la location et la vente en mètres carrés. Audric, je te laisse analyser un petit peu cette slide. Oui. Alors effectivement, donc ce qu'on constate sur l'évolution entre la répartition de la location et de la vente, c'est qu'on reste sensiblement sur les mêmes pourcentages qu'en 2019, avec 43% à la vente et 57% du marché à la location. Voilà, donc on est sensiblement sur les mêmes chiffres. Comme on peut le voir, en 2019, on avait 45% du marché à la vente et pour 55% du marché à la location. Ce qu'on peut dire sur ce marché, donc je pense que l'ensemble de la profession me rejoindra sur ce point de vue, c'est que le marché de la vente est très dynamique sur le Grand Lyon. On a énormément de demandes et malheureusement, on a un stock de plus en plus bas. On a très peu d'offres à proposer à nos clients, à nos nombreuses demandes. Et aujourd'hui, on a du mal à répondre justement à toutes ces demandes. Voilà, donc ce qui entraîne forcément donc un marché à la location qui devrait être plus dynamique à terme. Je reviendrai un peu sur cet aspect-là, mais ce qu'on constate sur le marché du locatif, c'est qu'aujourd'hui aussi, on a un marché très dynamique. Beaucoup de surfaces, les surfaces se louent très rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, les premiers effets de cette crise sanitaire, on commence à les voir sur les financements. On a une augmentation en fait des financements, enfin des refus de financement, des refus de prêts, pour plusieurs raisons. Les organismes financiers ont tendance à maintenant demander de plus en plus d'apports aux entrepreneurs, aux entreprises qui veulent passer le cap et acheter un outil de travail. On leur demande maintenant, ce qu'on constate, on tourne autour des 20% d'apports qui sont demandés par les organismes financiers. Donc, ça freine quand même beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, dans leur projet d'acquisition. De plus en plus de garanties financières. Et ce qu'on constate aussi, mais c'est pas forcément nouveau depuis 2020, mais depuis quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de financements qui se font via un crédit bail. Donc ça, c'est un autre constat.
Voilà, donc la conclusion que j'en tire de ces chiffres, c'est que je pense que le marché de la location va croître certainement sur les mois à venir. Je pense que voilà, ce sera ce marché-là qui profitera de tous ces freins éventuels à un éventuel achat. Et donc, le marché de la location a de beaux jours devant lui. Le marché à l'achat reste quand même très dynamique sur le marché sur le Grand Lyon, mais avec maintenant un petit peu plus de contraintes. Donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Audrey, que finalement, on assiste vraiment à une volonté quand même des utilisateurs d'acheter, mais ils sont aussi face à une problématique de financement de la part des banques, d'une part, et d'autre part, ils sont aussi face à une problématique d'offres. C'est qu'il y a quand même trop peu d'offres disponibles à l'acquisition aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a rarement eu un stock si bas. On a beaucoup de demandes qu'on n'arrive pas à traiter, tout simplement parce que on n'a pas les offres. Enfin, dans les années précédentes, on avait éventuellement des secteurs géographiques qui étaient un peu plus concernés. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment l'ensemble du Grand Lyon. Peu importe le secteur géographique, que ce soit l'Est, l'Ouest, le Nord ou le Sud, on a vraiment une pénurie d'offres à l'acquisition sur le marché lyonnais. Ok, tu parlais de secteur, Audric. C'est un point important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu assistes, est-ce que tu constates que le secteur éclate un petit peu? C'est-à-dire, est-ce que le traditionnel Est lyonnais, qui avait, on va dire, la faveur des utilisateurs qui s'implantaient essentiellement dans l'Est lyonnais, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que les utilisateurs cherchent à s'installer en périphérie même de la métropole, du Grand Lyon? Oui, tout à fait. C'est un autre constat qu'on fait. C'est vrai que les chefs d'entreprise qui cherchent vraiment à acheter leur site commencent à vraiment partir sur les extérieurs. Donc, les extérieurs, on a tendance à dire que on va parler de Bourgoin, on va parler de Villefranche, on va parler de Vienne. Donc, on constate vraiment un éclatement du secteur géographique et donc des entrepreneurs qui ont envie d'acheter et donc sont prêts de plus en plus à s'éloigner finalement du centre de Lyon et de la première couronne lyonnaise. D'accord, ok. C'est ce qui explique peut-être sans doute aussi l'évolution un petit peu des valeurs. On va y venir d'ailleurs tout de suite sur ce slide. Est-ce que tu peux justement nous commenter voilà, les valeurs locatives de 2020? Oui, alors comme on peut le constater, donc sur le neuf, on voit une baisse assez marquée du prix moyen, donc à 93 € le mètre carré annuel, alors que l'année dernière, on s'approchait vraiment des 100 €. Donc on était à 98 € en moyenne sur le neuf. Je nuancerai quand même cette perspective, cette statistique sur les petites surfaces inférieures à 300 mètres carrés, où là, on voit vraiment une hausse des loyers moyens qui dépassent facilement les 100 € le mètre carré et qui atteignent parfois même des pics à 110, 115 € le mètre carré. Là, c'est vraiment le marché des petites surfaces, hein, donc inférieur à 300, voire même 250 mètres carrés de surface. Voilà par rapport au marché du neuf. Ensuite, par rapport au loyer moyen sur l'ancien, on voit une légère progression, voilà, puisqu'on atteint donc un loyer moyen sur le seconde main à 57 € le mètre carré. Donc on voit que ce marché-là continue, enfin, est en très légère hausse au fil des années, hein, depuis maintenant 2017. Il continue à progresser. Ce qu'on peut dire sur le loyer moyen sur l'ancien, c'est qu'il devrait continuer à augmenter. Pour quelle raison? Parce que on a une pénurie de foncier, ce qui va certainement entraîner, ce qui entraînera de moins en moins d'offres sur le neuf. Donc, je pense que le marché du seconde main va continuer à progresser et peut-être même plus fortement
On a de plus en plus de demandes qui sont prêtes à aller sur ce marché de seconde main, faute de trouver du neuf, tout simplement. Et donc, avec la pénurie du foncier, je pense que cette tendance n'est pas terminée. Très bien. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. C'est vrai que là, aujourd'hui, dans ce webinaire, qui vient un petit peu en complément d'intervention qu'on devait faire dans la salle Garnier du Palais de la Bourse demain, aujourd'hui, on fait une coupe claire dans les valeurs et dans le marché. On arrête ces chiffres-là au 3e trimestre et on se projette sur le 4e trimestre. Donc, c'est vrai qu'il y a un constat du 3e trimestre, une projection qui est faite sur 2020. Il y a 2 temps finalement dans notre analyse. Il y a ce temps aujourd'hui du ciel, du salon de l'immobilier qui a été annulé et ce webinaire qui a lieu. Et il y a un second temps aussi où on fait une conférence annuelle où on présente la globalité des chiffres, où on a peut-être un peu plus de recul. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que disait Audric, à savoir que nos propos sont volontairement nuancés et que comme on navigue aussi beaucoup à vue en ce moment, on se laisse aussi quand même la prudence pour analyser ces chiffres et donner des chiffres qui ont un peu de sens. Voilà. Du coup, en synthèse, par rapport à ce qu'on s'est dit sur les locaux d'activité, il y a 5 points, je pense, qu'il faut retenir, 5 points importants. C'est qu'aujourd'hui, Lyon reste une métropole française et surtout une métropole européenne qui favorise l'économie industrielle, l'écosystème industriel, qui est important justement pour la ville et c'est un point complètement historique. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver, continuer de le développer. Lyon a su tirer son épingle du jeu pendant plusieurs années. Et c'est un point vraiment qu'il faut chercher à préserver et continuer de développer, qui a fait justement le dynamisme de cette métropole française et cette métropole européenne. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il y avait peu de foncier disponible, trop peu de foncier disponible. Donc ça, c'est aussi un petit peu un cri d'alarme qu'on peut pousser, c'est un constat qu'on fait. Trop peu de foncier disponible sur le Grand Lyon, avec par conséquent une augmentation des prix du foncier. Ça, c'est le 3e point aussi qu'on peut relever. Trop peu de foncier et du coup, les fonciers qu'on a, le peu de foncier qu'on a sont à des prix élevés, puisqu'aujourd'hui, on atteint facilement les 150 € du mètre. Le 4e point qu'on a évoqué, c'est l'élargissement du marché des locaux d'activité sur la périphérie. On va maintenant chercher loin des locaux d'activité, on va chercher loin des terrains disponibles pour des constructions. Dès l'instant où on a des projets supérieurs à 1500 mètres carrés, souvent c'est du clé en main qu'on va aller chercher. On trouve du foncier et souvent on va le trouver loin. Et le 5e et le dernier point, forcément, c'est sur ce dernier slide qu'on a évoqué, c'est les valeurs locatives qui sont stables. Donc, on a une économie, on va dire, on a un écosystème qui est stable, qui est sain. J'espère que ce sera toujours le cas. En tout cas, on fait tout pour que ce soit toujours le cas ces prochains mois et ces prochaines années. Je ne suis pas inquiet. Nous ne sommes pas inquiets justement sur les prochains mois, sur l'année 2021. En tout cas, sur les locaux d'activité. Je pense qu'on a quand même de beaux sujets devant nous. Voilà. Je vais du coup enchaîner. J'étais un petit peu plus prolixe avec les 4 points qui ont été évoqués. Je vais enchaîner immédiatement sur la logistique, où on a, je ne sais pas si je vois plus ma présentation. Hop. Non, je ne vois plus. Voilà. Sur la logistique, où on a, on va dire, même si le marché de la logistique est complètement indépendant évidemment du local d'activité, vous l'aurez bien compris, c'est pour des raisons purement pratiques justement qu'on traite ces 2 sujets sur un seul et même webinaire sur une durée contractée de 1 heure. Ils ont un point commun, en tout cas, ces 2 marchés, c'est que c'est un marché qui est flat, enfin qui est stable, d'une part, et c'est un marché justement qui a su être résilient. Je pense que c'est le mot qu'on doit retenir sur cette présentation, c'est la résilience justement du marché des locaux d'activité. Et la même chose arrive sur le marché de la logistique, où vous attendez un chiffre, arrêt sur image sur le 3e trimestre 2020, on a 185 000 m² de demandes placées sur le 3e trimestre 2020, ce qui est plutôt un bon chiffre puisqu'on a une augmentation de 27%
de la demande placée par rapport à l'année 2019. On était à 145 000 m² de demande placée. De la même manière que j'avais fait avec les locaux d'activité sur la logistique, ce qui me paraît intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul. Hop. Voilà, on voit pas voilà, ça y est. D'accord. C'est bon? Ça y est, ouais. Voilà. De la même manière que je le présentais sur les locaux d'activité, ce qui me paraît intéressant, c'est de faire, on va dire, une prise de recul et regarder ce qui se passait aussi il y a 10 ans. Une autre crise, la grande répression, la crise Lehman Brothers, qui a impacté le marché de l'immobilier d'entreprise, avec à l'époque 166 000 m² de demande placée. Ce sont des crises qui sont très différentes, évidemment, mais justement qui impactent fortement le marché de l'immobilier d'entreprise. On a quand même, encore une fois, sur le marché de la logistique, un marché qui est résilient avec 184 000 m² de demande placée. Sur le slide suivant, on le voit peut-être même encore mieux. C'est intéressant de le voir. On se projette encore une fois sur l'année 2020. De la même façon que sur le marché des locaux d'activité, beaucoup de transactions sont réalisées sur la fin de l'année. Beaucoup de transactions sont réalisées sur le 4e trimestre 2020. On a un ratio souvent qu'on va évaluer à 40% d'augmentation sur cette fin d'année, ce qui nous porte à 320 000 m² de projection demande placée sur l'année 2020. Donc, c'est un bon résultat, puisque la moyenne décennale, si on la calcule, elle est de 322 000 m². C'est un bon résultat qu'il faut mettre un petit peu en relief sur cette globalité de cette période, sur cette décennie. Sur le slide suivant, voilà, sur le slide suivant, on voit bien la courbe, justement, d'augmentation de ces 320 000 m² de demande placée. 20 transactions qu'on a projetées à l'instant T, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à l'instant T, nous avons 13 transactions réalisées. Il y a peu de transactions logistiques, hein, il y en a une petite vingtaine chaque année, quand c'est plus de 20, c'est bien. Sur des surfaces importantes. Mais voilà, on a une vingtaine de transactions qui sont projetées pour l'année 2020. C'est un bon résultat. Dans le détail, sur le papier, nous n'avons pas de transactions XXL. Je rappelle que les transactions XXL, ce sont les transactions qui sont d'au moins 50 000 m². Je nuance tout de suite mes propos puisqu'on a la transaction ID Logistique à Saint-Quentin-Fallavier qui est une transaction double en réalité avec 43 000 m² d'une part et 27 000 m², ce qui globalise, on va dire, une transaction à 70 000 m². Donc en réalité, si on groupe, on va dire, cette transaction double, on a quand même une transaction XXL sur Saint-Quentin-Fallavier. Voilà. Donc 13 transactions, je vous le disais, sur cette année 2020 contre 10 l'année dernière. Donc on a aussi une augmentation du nombre de transactions. Les chiffres, voilà, globalement, les chiffres sont stables. L'actif logistique est aussi un actif stable. Ce qui m'amène sur le slide suivant, la répartition de la location par rapport à la vente. On a toujours un ADN en fait de la logistique où les logisticiens n'achètent pas. Peu de logisticiens achètent leur plateforme logistique. Ce n'est pas dans l'ADN des logisticiens, ce qui est intrinsèque à leur profession évidemment. Toutefois, on voit quand même globalement 19% de ventes, 20% de ventes. Si on a un ratio de 80% de la location et 20% de ventes, on a quand même 20% de plateformes de logistique qui est vendue. Pour quelle raison? Parce que les petits logisticiens aujourd'hui sont face à des opportunités et achètent leur logistique, leur bâtiment logistique. La raison, voilà, c'est vraiment purement de l'opportunité. Sur l'offre, justement, alors j'ai pas de slide qui est consacré à l'offre. C'est toujours compliqué justement d'en avoir. On en présente souvent à la réunion annuelle du stock disponible. Mais aujourd'hui, sans avoir les slides, je peux vous commenter qu'on a trop peu d'offres disponibles sur la logistique. L'offre disponible immédiate sur la logistique représente moins de 100 000 m², 90 000 m² en 5 offres seulement. En outre, on n'a pas de projet. Pas de projet sur le Nord-Isère, ce qui est un mauvais point. Et on voit également, comme on l'a vu aussi précédemment, un étalement justement des sujets de l'offre logistique. Maintenant, on va chercher justement la logistique sur d'autres secteurs. On va s'éloigner un petit peu de cette dorsale logistique classique.
on va avoir de l'offre logistique dans l'Ain, sur la plaine de l'Ain, qui va combler justement ce manque d'offres. Voilà. Sur le slide suivant, sur les valeurs locatives, donc la valeur locative en logistique, l'évolution des loyers prime, donc est stable. On est toujours à 50 € du mètre carré. C'est le chiffre qu'on a annoncé en 2019. C'est le chiffre qu'on maintient pour l'année 2020. Donc les chiffres sont stables sur le marché de la logistique. Voilà. Donc, de manière synthétique, vous l'aurez compris, peu d'offres sur la logistique, trop peu d'offres, un éclatement, on va dire, de l'offre de la logistique qui quitte un peu justement cette dorsale classique qu'on connaît bien, Lille, Paris, Lyon, Marseille. Et puis des loyers qui sont orientés à la hausse. Alors, je dirais plutôt même des loyers qui sont stables. Je serais un peu plus prudent que ça quand même. Des loyers logistiques qui sont aux alentours des 50 € du mètre carré, qui restent stables par rapport aux valeurs locatives qu'on avait annoncées l'année dernière. Voilà. Là, j'en ai fini sur le sujet de la logistique. Laurent, je vais te laisser la parole et revenir peut-être un petit peu, c'était pas forcément ma volonté, mais en tout cas revenir sur la partie, sur ta partie des parts d'activité et sur ce que tu peux présenter, proposer dans l'Est lyonnais, je crois. Oui, merci. Alors peut-être juste un petit point un petit commentaire sur la logistique. On a effectivement des tendances au-delà des chiffres précis sur le secteur qui sont là aussi plutôt satisfaisant. C'est vrai qu'on a essayé beaucoup d'analystes, même à l'échelle macro, ont essayé d'analyser un peu les activités perdantes et les activités gagnantes suite à la crise du Covid. Donc, les activités perdantes, on les connaît à peu près tous, l'aéronautique, le commerce de détail physique, les métiers de restauration, les salles de sport, voilà, tout un pan qui est un peu, voire fortement affecté. Et clairement, il y a des secteurs un peu plus gagnants, et en particulier celui de la vente en ligne, hein, qui nous a beaucoup occupé chacun pendant le confinement. Et effectivement, on voit aussi sur la partie investissement une tendance plutôt à un appétit fort de la part d'investisseurs qui s'orientent vers des sujets de logistique avec des évolutions de taux même qui sont plutôt qui sont un peu contre la cyclique par rapport à la période bureau, qui vont plutôt à baisse parfois, parce qu'il y a un appétit fort pour ces plateformes logistiques. Donc c'est assez intéressant aussi de voir l'impact. Et il y a toujours un décalage entre effectivement les sujets d'investissement et la demande immédiate, puisque la durée de maturité d'un projet immobilier, c'est quelques années. Donc voilà, il y a des effets aussi positifs sur certains marchés de ces crises. Alors oui, effectivement, sur l'activité, pour faire un petit pas en arrière, en tout cas pour revenir, moi j'ai noté dans les chiffres que vous avez présentés une baisse de la part du neuf. Hein, je crois qu'on est sur des 12% par rapport à un 25% l'année dernière, donc presque la moitié. Alors, ce qui pourrait s'expliquer de façon assez mécanique, la crise Covid a stoppé globalement l'ensemble des chantiers pendant 3 mois. Voilà. Alors, nous, on a effectivement, je m'appuierai tout à l'heure sur un des exemples d'un projet que ICAD développe dans l'Est lyonnais, mais donc mécaniquement, il y a eu un retard pris et donc une rupture de l'offre qui est globalement de 25% hein, d'un trimestre sur l'année, alors que les demandes, et c'est ça qui était vraiment très intéressant, Rodrigue l'a signalé, finalement ont continué. Les demandes ont continué. On a beaucoup de PME, d'artisans qui ont profité de ces périodes pour penser à leur business plan, leur développement, leur avenir, leurs investissements, leur déménagement, leur recrutement, qui fait qu'ils ont pu prendre du temps pour solliciter les banquiers, monter des dossiers et finalement aboutir, en tout cas avoir envie et aboutir à des projets. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a constaté pendant cette période où on a effectivement finalement rempli l'intégralité d'un projet pendant cette crise Covid, alors que jusqu'au mois de mars, c'était un petit peu mou, hein, les signatures. Donc, je pense pas que ce soit un épiphénomène. Je pense qu'il y a effectivement une période qui a permis à certains entrepreneurs d'avancer sur des projets.
Alors clairement en activité, on n'a pas ce fameux sujet du télétravail qui occupe beaucoup les réflexions de toutes les foncières, de tous les promoteurs, de tous les conseils immobiliers sur quid du télétravail, l'impact, baisse de surface, on arrête le bureau. Non, c'est pas vrai. Il y aura toujours du bureau, il y aura peut-être moins de surface, mais en tout cas on n'a pas ces réflexions en activité parce que finalement, on le disait tout à l'heure, la part du bureau est pas très importante et c'est du stockage, c'est des grandes hauteurs, c'est les machines, c'est toujours les mêmes. Parfois même, on a besoin de plus de place. On était ce matin en signature avec un menuisier qui s'installe dans une de nos cellules. Effectivement, ils partent vers de la fabrication numérique. C'est plus d'investissement, mais c'est plus de place aussi. Donc, on n'a pas les mêmes préoccupations que des entreprises de services qui se posent des vraies questions d'organisation du travail. Et donc, du coup, l'esprit était sans doute plus libre pour les projets de développement. Et finalement, il y a eu de la consommation et les chiffres le montraient, il y a eu de la consommation de neuf qui fait qu'effectivement, il y a sans doute une petite tension sur le neuf avec un stock qui s'amoindrit et qui fait qu'il est sans doute nécessaire de pouvoir relancer des projets neufs qui mettent toujours un petit peu de temps à se développer. Mais c'est plutôt des indicateurs positifs. Sur les loyers, ce qu'on peut constater aussi, c'est que nous, là, ce qu'on a vu, il y a eu un petit réajustement à la baisse sur certains dossiers, avec le jeu habituel d'un loyer facial qui était un petit peu plus élevé, des mesures d'accompagnement qui étaient fortes, qui nous ramènent à un loyer économique finalement plus bas, et peut-être pour accélérer certains deals, plutôt que négocier pendant des semaines sur les mesures d'accompagnement, les investisseurs, bailleurs, promoteurs sont plutôt allés peut-être vers du loyer économique égal au loyer facial et qui ont fait baisser un petit peu le loyer pour accélérer les deals parce que tout le monde était pressé de signer. Bon, ça peut être une explication. Alors effectivement, tout à l'heure, on le disait en introduction que ces chiffres sont plutôt sympathiques et encourageants. Alors nous, on a essayé, on essaye dans ces conférences table ronde de faire témoigner des utilisateurs ou témoigner des investisseurs parce que nous sommes des prestataires de la chaîne immobilière, mais l'usager final, c'est pour lui qu'on fait tout ce travail. Alors on a nous effectivement une personne qui s'est installée dans un de nos parcs qui est un jeune entrepreneur dynamique qui a la patate, voilà, et on trouvait intéressant de le faire témoigner. Alors il n'a pas pu être là physiquement, mais on a un petit film qu'on va vous projeter. Alors juste avant, juste un mot sur le parc d'activités dans lequel cette personne s'est installée. Donc j'ai 2-3 slides. Donc ça se passe à Genasse. Voilà, on signalait tout à l'heure. Genasse, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est plutôt la troisième couronne. C'est en dehors de la métropole. C'est la communauté de communes de l'Est lyonnais. Et donc il y a un parc d'activités qui est développé. L'aménageur, c'est la Serle. Et donc il y a des locaux d'activités qui ont été développés. Donc là, sur ce plan masse, on voit il y avait une première phase à gauche de 2 bâtiments qui avaient été vendus à la française. Et donc c'était une offre locative. C'est quasiment tout loué après une bonne année de livraison. Ça a très bien marché à la location. Et puis l'autre partie, c'était à la vente, à la découpe. Donc c'est ce parc dont je parlais tout à l'heure qui a effectivement enregistré 5 belles signatures, c'est-à-dire presque 80% du projet pendant la crise Covid. Alors sur le slide d'après, on voit un petit peu plus de façon un petit peu plus précise le détail. Bon, la localisation, vous voyez, on est en dehors de la rocade, donc on est quand même loin de l'hypercentre. Alors, c'est intéressant aussi par rapport aux nouvelles orientations. On en a pas parlé, mais il y a eu la crise Covid, il y a eu aussi un changement de gouvernance dans notre métropole, donc avec des élus qui sont effectivement avec des convictions, des orientations différentes de l'exécutif qu'on pouvait avoir depuis une quinzaine d'années. Donc on va entendre, on va écouter, on va discuter et on va comme toujours être partenaire du développement de la métropole et suivre leurs orientations. Il y a une notion qui est effectivement de chercher à créer des centralités plutôt périphériques. C'est des discours qu'on a entendus, donc il faut qu'on échange un peu plus en détail. Mais effectivement, des secteurs comme il était évoqué tout à l'heure, qui sont plus de l'hypercentre, vont être plutôt préconisés pour l'activité de bureau.
mais évidemment, ça va donner aussi un peu d'activité, de valorisation, des transports qui sont peut-être un peu plus développés. Et par exemple, ce sujet de Jonas, il y a une ligne de bus qui avait été décidée sous l'ancien mandat, mais qui va être confirmée par le nouvel exécutif, qui doit amener de l'hypercentre, de la Pardieu, qui doit passer par Bron, route de Genasse, et qui doit arriver à Genasse. Donc effectivement, évidemment, l'accessibilité et le transport, c'est toujours des points fondamentaux. Sur le slide d'après, je crois qu'il y en a pas beaucoup de slides, mais on voit un peu plus en détail la définition du projet. En tout cas, il y a un plan de la ZAC. Bon, voilà, c'est une grande ZAC. Bon, le projet se situe sur les pavés orange, là, à droite, avec effectivement une vocation dans ce parc industriel. Il y a des industries, il y a de l'activité avec un faible pourcentage de bureaux. J'en ai parlé, c'est le cas de notre projet, 20-30%. Et puis, il y a aussi une offre de bureaux. Voilà, donc c'est vraiment un secteur mixte qui fonctionne plutôt pas mal, qui a pris un petit temps de maturité, mais qui fonctionne pas mal maintenant. Voilà. Alors, je sais plus s'il reste encore un ou deux slides, mais l'idée après, c'était de passer, de visionner le film. Voilà. Alors, la tranche 1, j'en ai parlé, à gauche. Donc, à gauche, c'est la vente utilisateur, et à droite, c'était une vente en bloc investisseur qui a trouvé des locataires. Donc, somme toute assez classique. Et puis, si on peut passer le slide d'après. Oui, alors là, c'est le petit détail et je te laisse. On voit effectivement que la part de bureau est pas si importante. Les demandes sont vraiment, la part de bureau, c'est effectivement les mezzanines dans ce projet. Le choix était de faire des bureaux en mezzanine et de laisser tout le rez-de-chaussée libre. Oui, Cyril. Oui, Laurent, merci. L'écologie, c'est un thème qu'on n'a pas tellement abordé, on va dire, de manière claire dans cette présentation. Est-ce que justement dans les locaux d'activité, pour toi en tant que promoteur, alors toi, je sais que tu vas avoir une vision globale et transversale du sujet, est-ce que dans les locaux d'activité, l'écologie, enfin le point écologique est un point important aujourd'hui, plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est un point qui est traité? Est-ce que c'est une préoccupation particulière que vous avez chez ICAD dans les différentes opérations que vous menez ou que vous allez mener? Alors, oui, bien sûr. Alors, au-delà effectivement je pense que l'ensemble de la proposition. Alors, ICAD a essayé d'être un peu à la pointe, pionnier sur les sujets de performance, de label. Donc, je pense que clairement, c'est des sujets qui ont été impulsés fortement par l'ensemble des politiques précédentes, par l'ensemble des aménageurs, la CERL entre autres, qui a des objectifs en tant qu'aménageur et qui impose des objectifs à ses promoteurs, acquéreurs des parcelles. Donc là, j'allais dire rien de nouveau, sauf que la performance recherchée est toujours plus importante. Donc on a beaucoup travaillé sur l'intérieur des immeubles, c'est-à-dire qu'on a globalement maintenant des thermos. Il y a plus beaucoup de déperdition. Après, il y a les consommations à l'intérieur qui sont plus du ressort de l'utilisateur. Et puis effectivement, maintenant, on vient sur des thématiques de bas carbone, de décarbonation des projets, avec des matériaux biosourcés. Donc l'étape d'après, c'est effectivement d'aller travailler sur des matériaux biosourcés, donc du bois bien évidemment, qui se prête en particulier à de la petite hauteur, donc des locaux d'activité, des parcs d'activité doivent être tout à fait en capacité de passer ce cap-là. C'est un petit peu plus compliqué sur des immeubles de grande hauteur, je parle pas d'IGH, mais sur des R+7, R+8 qu'on peut trouver en hypercentre. Donc oui, on est inscrit là-dedans. Après, effectivement, les enjeux du nouvel exécutif, c'est aussi les transports, c'est aussi les sujets de pollution, c'est aussi des sujets de rééquilibrage des territoires, de justice sociale, de pouvoir faire accéder à des locaux, à des loyers pas forcément très élevés, l'ensemble des entreprises. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de localisation des projets, mais les démarches environnementales, c'est lancé, c'est parti, on s'arrêtera pas et il faut toujours faire mieux. Parfois, souvent, on oppose la performance au prix. Alors oui, effectivement, un projet très performant, c'est un petit peu plus cher. C'est pas pour autant que les loyers augmentent et que les prix de vente augmentent, on le sait tous. Donc la donnée de marché, c'est la plus importante. Et ben, à la chaîne immobilière de faire les efforts, aux fabricants, on peut trouver des systèmes de préfabrication, de gains de temps dans la construction qui globalement fait immobiliser de l'argent moins longtemps, donc on peut baisser les prix. Donc le champ d'investigation pour intégrer ces exigences en restant à des prix de marché, c'est effectivement une préoccupation majeure, mais les marchés s'adaptent et on devra de fait s'adapter et arriver à améliorer.
D'accord, Alors, très bien. ce Oui, que je pardon, vas-y. propose, pardon Cyril, Vas-y, vas-y. ok, on enchaîne. Je regarde le timing. Alors, c'est un petit film qui fait 3 minutes 30, donc on y va. Je laisse la régie. Cognac Jet, si vous pouvez lancer le film. On y va. On le lance. En revanche, Donc, la si monsieur... qualité du son d'être assez médiocre. Donc, je ne sais pas, Ah, Laurent, si le film est visionnable par ailleurs. écoutez, faisons un essai. Pendant que ça passe, je peux vous dire 2 mots si on n'entend pas. Donc, l'utilisateur, c'est un YouTuber qui s'appelle Jojol, et qui est un YouTuber que je ne connaissais pas, mais qui est très très suivi. Je crois qu'il a 700 000 à peu près abonnés à son compte et plus d'1 million de personnes qui le suivent. Et il a décidé de transférer son studio d'enregistrement de ses vidéos. Hein. Il fait du test de produits, souvent des produits techniques, des téléphones, des caméras, des voitures. Et il était installé du côté de Strasbourg, après à Bruxelles, après à Lille, et il voulait venir dans une magnifique région qui est celle de Lyon, qui a été, je crois, hier classée deuxième ville la plus attractive en termes de tourisme au monde, enfin me semble-t-il, j'ai vu passer cette news. Et donc il a fait le choix de venir dans notre parc pour développer son activité. Alors allez-y, hein, lancez le film, à moins que ça bloque et que ça ne fonctionne pas. Mais je vois que vous appuyez sur la petite flèche et on entend. Ouais, le film est un peu saccadé. Ah, on n'entend pas le son. Ouais. Non, on n'entend pas vraiment le son. Alors, je vais faire de la post-synchronisation. Là, vous voyez le local. Donc, en fait, ce Jojol, il tourne des vidéos. C'est très intéressant d'ailleurs le business model de ces YouTubers hein, qui sont financés essentiellement par des marques et par de la publicité. Donc, des marques qui lui passent des commandes pour tester des sujets, ou bien lui qui prend l'initiative de tester des produits. Et donc, il fait essentiellement de la vidéo, de l'enregistrement, du tournage, et il produit ça sur ses sites. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo si vous tapez Jojol. Vous allez arriver sur son site sur YouTube, et cette vidéo s'appelle Pourquoi j'ai acheté un YouTube Studio. Voilà, c'est a priori un des plus gros studios où sont enregistrées des vidéos YouTube. Il fait 600 mètres carrés. Donc là, vous voyez l'intérieur. Donc, ce qui est intéressant dans son petit témoignage, c'est qu'il explique la négo qu'il a eu. Alors, c'est aussi pour mettre en avant les conseils, les brokers. C'est que il était intéressé par une des cellules qui était plus petite, et puis on avait une autre offre. Et on avait donné une deadline parce que voilà, c'est la vie, il faut prendre des engagements. Et il se trouve que il avait l'offre, il avait fait sa petite négo de prix le jeudi. On lui avait demandé de signer avant le lundi, parce qu'on avait une autre offre qui était au prix. Il nous a dit je vais réfléchir, mais je vais y aller, mais j'ai jusqu'à mardi, c'est peut-être du bluff. Hein, on se dit toujours non, c'était pas du bluff. Il se trouve que l'autre acquéreur a signé le lundi, et donc il avait plus son local. Donc il dit dans sa vidéo qu'il était très embêté, que c'était le local idéal par rapport à ses caractéristiques. Mais il nous restait une surface qui était plus grande, qui faisait 200 mètres carrés de plus. Et donc voilà, comme c'est quelqu'un de très très positif et qui a une posture très dynamique, il a dit voilà, c'est un signe, ce local est fait pour moi, j'y vais, j'achète plus grand, je verrai bien, il faut prévoir l'avenir. Et donc il a acheté 200 000 euros de plus à peu près que ce qu'il avait prévu, donc c'est quand même des montants investissement importants. Et il est ravi, c'est ce qu'il était en train de dire là de façon un peu saccadée, mais il est ravi. Il a des projets, il va sans doute embaucher des gens ou faire venir des followers, l'aider voilà, c'est le concept du réseau et des circuits courts. Et donc là, il y a pas mal de questions qui sont posées par ses abonnés, auxquelles il répond. Donc vous voyez derrière un peu en pointillé les locaux. Voilà, donc il est ravi. Nous, on trouvait que c'était intéressant parce que c'est une vraie fraîcheur, une vraie volonté. En plein Covid, c'était compliqué de faire les visites. C'était même donc il est venu en voiture, il a filmé, il est venu tout seul visiter le parc. Enfin voilà,
Il a eu ses financements, il était au rendez-vous, il voulait qu'on lui livre tout de suite. Donc voilà, donc, on trouve c'est intéressant d'avoir ce type d'acteurs parce que c'est ça qui pousse notre marché, c'est ces gens qui achètent, qui consomment au final nos produits. Donc voilà, j'ai à peu près tenu les 3 minutes 15 du film. Laurent, Voilà. tu étais absolument brillant sur la voix off. Bien t'en féliciter. Parce qu'à défaut d'avoir entendu Joel, tu as brillamment décrit, on va dire, la vidéo. C'est vrai que ça aurait été sympa, intéressant en tout cas, de l'avoir en direct. Bon, bah, l'effet Covid, voilà, passe encore par là. On est vraiment sur des contraintes techniques qui sont les nôtres. Du coup, je pense peut-être qu'il y a une part de questions, peut-être de certains des intervenants, des participants sur ce webinaire qui peuvent être posées. Oui, quelques questions donc dans ce webinaire. On nous demande notamment si l'offre est en augmentation ou est-ce que vous sentez des prémices d'augmentation de l'offre suite aux difficultés d'entreprise avec des locaux qui éventuellement se libéreraient liés là encore aux difficultés des entreprises. Audrey, tu veux répondre à la question? Et ben le constat, pour l'instant, non. On a vraiment un marché très dynamique. Les entrepreneurs ont vraiment la volonté d'aboutir à leurs projets, donc d'extension, d'agrandissement des locaux. Donc pour l'instant, malheureusement, le stock, c'est ce que je disais préalablement, le stock est au plus bas. On n'a pas enfin, prédisait, tout le monde prédisait des entreprises en faillite, donc forcément un stock qui augmente. Pour l'instant, le constat, c'est qu'on ne le voit pas sur le marché du Grand Lyon. Alors peut-être que sur ce point-là, parce que j'imagine que c'est l'effet de la crise justement et le début des liquidations judiciaires qui devrait commencer, Ouais. Il va fatalement commencer, mais je pense qu'il est trop tôt. On est en octobre, on est le 14 octobre 2020. Il est peut-être trop tôt pour le constater. À mon sens, on le constatera malheureusement plus sur le stock, on le constatera plus en 2021. D'ici 3-4 mois, on verra plus justement des dépôts de bilan et des locaux qui se libèrent. Pour le moment, c'est trop tôt en tout cas pour le constater. Puis ça correspond pour compléter au timing de commencement de remboursement des prêts garantis par l'État, me semble-t-il, qui fait qu'aujourd'hui certains en ont bénéficié, tant mieux. Je suis aussi qu'il y a des problèmes de délai de paiement inter-entreprise. Hein, on est tous le client et le fournisseur d'un autre et que ça commence à se tendre un peu. Donc je pense qu'il faut pas éluder ce point. Juste en témoignage, toujours des entreprises avec lesquelles on a pu avancer, signer, ils ont aujourd'hui beaucoup de problèmes qui sont des problèmes de recrutement. Les artisans en particulier, un couvreur, un menuisier, nous disent tous, on n'arrive pas à recruter. On a du boulot, on a des contrats, on sait former des gens, on sait leur proposer des parcours d'évolution dans nos entreprises. On a une pénurie de candidats, pas forcément de qualification, parce qu'ils ont compris qu'il fallait qualifier dans le parcours des employés, ça fait partie, c'est ce volet formation. Voilà, donc ça reste une difficulté qui est un peu surprenante, enfin, on sait tous, mais quand on l'entend, ça paraît un peu toujours bizarre, mais il y a des problèmes de recrutement. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. On touche à sa fin. Donc dans les messages, on a des messages de remerciements, disant que ça a été très clair et très intéressant. Donc encore une fois, merci à vous tous. Suite à ce que vous évoquiez, notamment par rapport au PLUH, je vous indique qu'à 18h ce soir, lors de la conférence plénière, nous accueillerons Béatrice Vessilé, donc vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, qui partagera, je pense, la vision du nouvel exécutif par rapport à Métropole. Donc, je vous invite à vous connecter à 18h ce soir pour cette conférence plénière qui, quelque part, remplace la conférence d'ouverture que nous devions avoir ce jour dans le cadre du Salon Ciel. Voilà, donc encore une fois, un grand merci à tous et puis à très bientôt. Je fais un petit mot de remerciement également. Hein. En tout cas, merci à Laurent de sa disponibilité et à Audric qui intervient sur le pôle activité. Merci aussi au CECIM qui nous a permis d'être très réactifs et de rebondir sur cette crise et de nous présenter des chiffres qui sont impactants et cohérents. À la FNIM Entreprise aussi, tous les cabinets qui ont été aussi disponibles pour
donner un petit peu leur pierre à l'édifice. Et puis, évidemment, la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui aussi est bien présente sur ce type d'événement. Voilà. Et je me permets aux organisateurs qui ont dû jongler, transpirer, avoir des sueurs froides au milieu des annulations, des organisations en visio, de la technique, de la logistique. Donc bravo à eux aussi. Vous avez une journée chargée pour tenir l'ensemble de vos webinaires. Donc bon courage. Merci beaucoup, Laurent. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous en juin 2021 pour, on va dire, l'édition 2020 un peu perturbée du